Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Réflexion et Résonance où j'interviewe des personnalités du numérique. Aujourd'hui nous recevons Raphaël Morel que je vais présenter dans 30 secondes. Pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, ce podcast consiste à interviewer donc des personnalités du numérique en 3 temps. Un premier temps où nous allons découvrir son parcours de vie, son parcours scolaire, son parcours universitaire, son parcours de chercheur. Et également dans un deuxième temps, nous allons ensuite aborder les sujets d'actualité, les sujets brûlants de l'actualité. Il y en a énormément en numérique. Et dans un troisième temps, nous allons aborder la recherche de l'interviewé, s'il est universitaire, ou en tout cas s'il pratique la recherche, afin d'aborder à la fois ses résultats de recherche, ses thématiques de recherche, mais aussi comprendre la manière dont la recherche s'effectue effectivement en France. Et donc, comme je le disais, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir donc Raphaël Morel, maître de conférence à l'Université de Bourgogne, spécialiste en droit international public et en droit du numérique, membre de l'Institut universitaire de France, président du réseau francophone de droit international et directeur général de l'Observatoire de l'éthique publique. J'utilise mon anti-sèche pour lister effectivement toutes ces fonctions. On aura l'occasion d'en reparler. Et donc ensemble, nous allons explorer son parcours, échanger sur l'actualité et discuter de ses recherches. Raphaël, première question très simple, comment ça va? Ça va très très bien, comme un vendredi de rentrée neigeux. C'est vrai, on est bien vendredi, effectivement. L'épisode pourra sortir sûrement lundi, si j'arrive ce week-end à me mettre au montage. Dans ce cas, ça ira comme un lundi. Exactement, c'est ça. Et vous le voyez peut-être, mais il neige effectivement à Nevers. Nous sommes à Nevers, dans la bibliothèque de Nevers, ce qui nous permettra peut-être de sélectionner des ouvrages en fin d'interview, on verra ça. Donc comme je l'ai expliqué, tout d'abord on va revenir sur ton parcours, essentiellement. Alors tu es libre bien sûr de nous parler, de commencer l'origin story de Raphaël Morel où tu le souhaites. Mais ma première question, ça va être donc, voilà, d'où viens-tu, comment ton parcours universitaire à la faculté se déroulait, où as-tu fait tes études, comment se sont-elles passées, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le droit public aussi? Est-ce que ça a été directement une vocation, ou est-ce que tu as, comme beaucoup d'entre nous, d'abord été tenté vers le côté privatiste du droit? C'est une bonne question parce que j'ai peut-être pas un parcours très, très classique en la matière. Alors je suis né à Clermont-Ferrand et j'ai fait toute ma scolarité entre Clermont-Ferrand et Riom dans le Puy-de-Dôme. Et j'ai fait donc assez logiquement mes études après un bac littéraire. Option latin-grec, voilà, les humanités classiques. Je suis rentré à la faculté de droit parce que depuis que j'étais au collège à peu près, j'avais envie de faire du droit, ce qui est assez curieux parce que personne dans ma famille n'a aucune appétence particulière pour le droit. Mais voilà, j'avais envie de faire ça. Et tout particulièrement, j'avais envie de faire du droit romain, donc de l'histoire du droit, évidemment sans y connaître rien. Donc, Alors pourquoi? Pourquoi parce que j'aimais le droit? beaucoup le latin, j'aimais beaucoup les langues anciennes, langues classiques, j'aimais beaucoup la mythologie, tous les types de mythologie. Et comme j'aimais bien aussi le droit, depuis tout petit, je m'intéresse à la politique. Je pense que je dois être un des rares gamins de ma génération à avoir lu quasi intégralement la proposition de traité établissant une constitution pour l'Europe qu'on avait reçue par voie Oui. postale Ah, ça a commencé très tôt. à l'époque. Ouais, ça a commencé quand même assez tôt, D'accord. hein, à 13-14 ans, voilà, ça m'intéressait quand même beaucoup. Euh, et donc je suis rentré en fac de droit. Bon, j'ai beaucoup aimé le droit romain, mais j'ai vite compris que l'histoire du droit, ça allait pas m'amener sans doute à un métier. En même temps, je faisais beaucoup de musique. C'est quand même une particularité de mon parcours. Je suis musicien, acteur culturel. Et donc, je ne savais pas trop si j'allais faire un métier dans le droit ou un métier dans la culture, voire voilà, l'intermittence du spectacle qui m'attirait aussi. Et finalement, en première année, j'ai eu tout de suite une attirance pour le droit public, pas du tout pour le droit privé. Euh, Sans doute dû à un prof, parce qu'on est quand même marqué par certains enseignants-chercheurs. Mm. Et moi, j'avais le professeur Dominique Turpin en droit constitutionnel en première année à l'université d'Auvergne à l'époque. Il m'a vraiment captivé. Ça aurait peut-être pas suffi à faire de moi un publiciste et un internationaliste, parce que lui, il était plutôt constitutionnaliste, Mm. il n'a jamais été hostile aux questions de droit international. Mais en troisième année de droit, j'ai eu la chance d'avoir le professeur Franck Lety, jeune agrégé, qui est descendu à Clermont-Ferrand prendre son poste et qui a pris l'amphi de L3 droit. Et là, j'ai été complètement captivé par le droit international. Je note d'ailleurs que je ne suis pas le seul, parce qu'on est au moins 3 dans cet amphithéâtre et dans cette promo à être devenus professeurs ou maîtres de conférences en droit international.
ce qui est assez extraordinaire. Voilà. Et ensuite, j'ai fait ma thèse sous sa direction et sa co-direction, puisque j'ai fait une thèse avec aussi Charles-André Dubreuil, qui est professeur de droit administratif, puisque j'ai fait une thèse sur les sources du droit administratif global à Clermont. D'accord. Ouais, on reviendra sur la thèse juste après. Dans la formation académique que tu as reçue donc à l'université, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont particulièrement marqué? Alors, tu nous as expliqué effectivement d'où vient ton appétence pour le droit public et le droit international public. On reviendra après sur le choix de partir en thèse, qui est toujours un choix un peu particulier et courageux. Mais est-ce que, du coup, il y a une manière d'enseigner, une façon de faire dans l'université où tu as fait tes études qui t'a marqué, qui a construit peut-être l'enseignant que tu es aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il y a deux choses. La première, je pense que c'est la manière de rendre vivant un cours et que moi j'essaie aussi non pas de reproduire, mais de m'approprier pour faire à ma propre manière. Mais les deux enseignants que j'ai cités, et il y en avait plein d'autres que j'ai eus au cours de mes études, qui faisaient vraiment vivre leurs cours et qui utilisaient aussi des supports visuels, des supports vidéo, tout un tas de supports. Alors on parlerait de pédagogie innovante, mais enfin ça fait 20 ans qu'on parle de pédagogie innovante, ça ne veut rien dire. Mais c'est plutôt une manière de faire comprendre, de faire poser des questions, de s'interroger sur l'actualité et finalement de faire prendre de la hauteur et du recul pour faire naître un esprit critique sur l'actualité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été marquant dans mon parcours. L'autre chose marquante, ça a été les concours plaidoirie. Concours plaidoirie simulés en droit international. Alors ça, c'est ce qui m'a vraiment décidé irrémédiablement à faire du droit international. C'est qu'en Master 1, j'ai eu la chance de faire, en tant que plaideur, le concours Charles Rousseau, qui est organisé par le réseau francophone de droit international, que je préside aujourd'hui. Quoi, j'ai un peu continué dans le secteur. J'ai fait ce concours. L'année d'après, j'ai fait le concours Habeas Corpus, qui était un concours de droit européen des droits de l'homme, organisé en France. Et ces deux expériences ont été vraiment hyper marquantes. Et moi, je crois à ce type de pédagogie. Alors, c'est très coûteux en investissement humain pour les enseignants qui portent ça. C'est aussi coûteux parce que, et ça pose question, parce que finalement, on va prendre 4, 5, 10 étudiants et on va les porter pour participer à un concours alors que d'autres étudiants ne vont pas pouvoir le faire, puisque forcément, on n'accueille pas une promo entière de master à un concours de plaidoirie. Mais il y a quand même des moyens de dupliquer ça, de reproduire ça en interne dans les universités, dans des promos. Et voilà, et moi je trouve que l'apprentissage du droit par la pratique, faire de la recherche et de la pratique en même temps pour plaider pour de vrai, ça a été fondateur dans mon parcours. C'est qu'en droit international public, oui, j'ai eu l'occasion de regarder un peu l'organisation de ces fameux concours. C'est vrai que c'est vraiment une belle opportunité pour les étudiants. Ça existe aussi, il y a le concours Vedel en droit constit, il y a plein d'autres. Bien sûr, mais pour avoir vu effectivement la manière dont ça s'organise, c'est une matière un peu spécifique, avec des enjeux spécifiques, voilà, qui fait que je trouvais ça vraiment très intéressant, effectivement, par rapport à d'autres concours de plaidoirie, dans d'autres disciplines, que ce soit interniste ou effectivement, même de droit public. Alors, on va arriver à la thèse. Pourquoi? Alors, est-ce que le sujet du master de recherche, j'imagine? Master de recherche, oui. Voilà. Est-ce que le sujet de thèse était le même sujet que le sujet de Master 2, fameuse question éternelle? Et ensuite, la vie de doctorant, comment ça se passait? Est-ce que c'était combien d'années tu long de thèse? Est-ce que c'était une vie douce et tranquille et une vie de dur labeur? Comment ça s'est passé? Rétrospectivement bien, puisque je suis là. Oui. Sur le coup, peut-être pas aussi bien que ça. J'ai fait un master de recherche en protection européenne et comparée des droits de l'homme. Et j'ai fait une thèse en droit international, voire droit transnational, droit global, sur les sources du droit administratif global, qui est une théorie américaine qui s'intéresse un peu à de nouvelles formes de normativité en droit international. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ma thèse a été publiée, on peut la consulter. Mais le passage à la thèse n'a pas été facile. Il s'est un petit peu imposé. J'ai eu le choix à la fin de mon master, soit de rentrer dans le milieu professionnel, dans le secteur culturel, pas en tant que musicien, mais en tant qu'agent et directeur de structure plutôt associative dans le secteur culturel. J'ai eu ce choix-là, ou bien le choix de continuer de faire une thèse. Et il y avait une petite émulation dans mon Master 2 autour de la thèse,
Et surtout, le concours Rousseau m'avait fait connaître un réseau de collègues, dont Valère Endior, qui a été interviewé dans ce podcast. Et donc, voilà, je connaissais du monde pardon, à Paris et ailleurs dans le monde, en fait. Et ça m'a donné envie d'intégrer ce milieu parce que je trouvais qu'il y avait une émulation intellectuelle et humaine vraiment super. Et donc c'est pour ça que j'ai fait une thèse, mais j'ai fait une thèse à Clermont-Ferrand parce que je voulais quand même rester là pour faire de la musique, pour mes activités culturelles et puis d'autres raisons. Je voulais rester à Clermont-Ferrand. Et là, ça n'a pas été facile, la vie de thèse, parce qu'il y avait très peu d'internationalistes à Clermont. On était peu de doctorants, encore moins d'enseignants-chercheurs. Et donc, il y a l'isolement de la thèse, je l'ai quand même pas mal ressenti. Je l'ai comblé, et je pense que j'ai eu raison de le faire, par beaucoup de mobilité. Pas forcément longue, mais quand j'étais doctorant, j'ai fait énormément de colloques. Alors je pense que certains enseignants-chercheurs devaient tiquer en voyant que j'étais un peu partout, mais c'est vrai que j'étais toujours dans un coin d'un amphi, dans un colloque en droit international, pour essayer de comprendre, de m'ouvrir à d'autres sujets, m'ouvrir aussi de manière pluridisciplinaire à d'autres thèmes et même à d'autres disciplines que le droit, pour essayer d'avoir une vision la plus complète de mon sujet depuis plusieurs perspectives. Alors, Et ça, sur ça, justement, c'est une question toute bête, mais est-ce que c'est-à-dire que ton laboratoire te suivait, parce que se déplacer, assister à des colloques, ça coûte de l'argent. Il y a des laboratoires qui parfois ne soutiennent pas leurs doctorants, justement, pour aller faire plein de déplacements. Est-ce que tu étais soutenu par ton laboratoire là-dessus? Oui, je l'étais. Les doctorants ont toujours été très bien soutenus par le Centre Michel de l'Hospital, qui est le centre de droit à Clermont. Et ça, c'était une chance. Moi, je n'ai pas eu de contrat doctoral, donc je n'ai pas été financé, parce qu'il y avait très peu de contrats doctoraux. Moi, je suis arrivé, je ne sais plus combien j'étais classé, mais enfin bon, j'étais trop loin parce que mon sujet était incompréhensible, que je ne le maîtrisais pas bien et que ce n'était pas mon sujet de mémoire. Donc, je n'avais pas le recul que pouvaient avoir certains collègues qui ont été financés et qui avaient un peu un an de bouteille sur leur sujet, qui n'ont pas d'ailleurs toujours fini leur thèse, mais c'est une autre histoire. Oui. Mais bon, c'est compliqué. Peu de taux de réussite. Ouais. Bon, j'ai été à TER ensuite pendant 2 ans, donc j'ai été quand même très soutenu par mon université. Et effectivement, mon laboratoire me soutenait dans ses déplacements. Il y en a quand même une bonne partie que j'ai pris à ma charge. Donc je travaillais à côté, je faisais de la musique essentiellement à côté. Et ça m'a permis de financer ma thèse. J'étais soutenu par mes parents aussi, c'est important, parce que c'est pas facile pour tout le monde. Oui. Mais oui, j'avais un bon soutien. Ouais. Alors, une question qui me vient en tête comme ça sur la musique. Tu as toujours donc conjugué recherche et musique, puisque tu l'as fait j'imagine quand tu étais étudiant, tu l'as fait en doctorat, avec aller faire ta journée de recherche et le soir ou les week-ends, tu pourras nous en parler, ton rôle de musicien. Et tu continues maintenant de le faire. J'imagine que c'est quelque chose qui a toujours été, enfin la musique a toujours été quelque chose de salvateur. Ça a toujours permis, j'imagine, une forme de déconnexion par rapport au quotidien du chercheur. Parce qu'en recherche, on cherche tous à un moment donné couper de ce travail de longue haleine qu'est la recherche, puisqu'il n'y a pas véritablement d'horaire dans la recherche. On peut faire ça à peu près n'importe quand, n'importe où, tout le temps, et on peut avoir une idée n'importe où, n'importe quand. Et donc la musique, c'était vraiment un exutoire, c'était quelque chose qui te permettait vraiment de changer d'air, ou tu le voyais aussi comme un travail à part entière qui doit être effectué? Ça a varié dans le temps. Okay. Lorsque j'étais étudiant, en 2e année, j'ai commencé à beaucoup tourner, parce que j'ai intégré un groupe qui jouait beaucoup en Europe, voilà, au-delà des frontières de la France. Et c'était passionnant, on a enregistré un album qu'on a pas mal tourné. Et donc, je le voyais comme un travail, d'autant que c'était vraiment un travail, dans le sens où j'étais payé. Et dans le sens où, c'est vrai que le vendredi, des fois, je ne pouvais pas assister à tous les cours du vendredi après-midi parce qu'il fallait prendre la voiture et puis il y avait 13 heures de route pour arriver. Je me souviens d'une fois à Amsterdam, enfin même 100 km au-dessus d'Amsterdam, pour un concert dans une église un vendredi soir. Puis le lendemain, on refaisait encore 100 bornes pour animer 8 heures de stage de musique, puis un bal, puisque moi je fais des musiques traditionnelles où l'expression du bal fonctionne encore beaucoup. On fait des concerts, mais on fait aussi des bals où les gens dansent. Quel instrument? Moi, je fais de l'accordéon diatonique. Je fais aussi un peu d'accordéon chromatique. Puis je fais d'autres instruments de manière moins professionnelle, on va dire, des cornemuses de Centre-France.
clarinette à mes heures perdues. Mais voilà, j'ai surtout fait de l'accordéon. Et donc c'était un vrai boulot. Et puis peu à peu, pendant la thèse, c'est devenu plutôt un exutoire. Et puis une manière de rester un peu connecté aussi au monde. Parce que moi, je suis dans une association d'éducation populaire que je préside depuis 2012 à peu près. J'ai eu une petite interruption pour finir ma thèse, mais je préside ce centre culturel. Depuis ce moment-là, on a une école de musique, on a une saison culturelle, on a 3 festivals, on a une auberge, on accueille du monde pour faire manger, on a un gîte avec des gens viennent quand ils sont en randonnée, etc. Bon, il y a des salariés, hein, c'est pas toute une équipe de bénévoles, on peut pas tenir tout ça. Mais voilà, c'est important d'être, je trouve, engagé à un moment donné pour quelque chose. Là, c'est de l'éduc-pop et du secteur culturel. On se rend compte un peu de la réalité de la vie aussi, de qu'est-ce qui se passe ailleurs que dans la faculté de droit. C'est essentiel. Oui. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est un peu un exutoire le samedi. Voilà, je vais au Gamounet, c'est le nom de notre lieu de l'association Les Braillots. Et puis c'est bien, je pense à autre chose un peu, je déconnecte. Oui, c'est de manière générale ce besoin d'aller voir aussi ailleurs, et de côtoyer aussi un univers et des gens qui ne sont pas issus du monde universitaire ou juste du droit tout court. Je trouve que mentalement c'est sain et ça fait du bien aussi de changer d'air, d'aller voir différents types de personnes avec d'autres idées, d'autres mentalités. Enfin, c'est souvent salvateur. Puis pour moi, c'est un ancrage aussi, parce que depuis que je suis tout petit, j'y vais, Oui. Donc Oui, ça aide. c'est logique, effectivement. Dans la description de la vidéo, je mettrai éventuellement les liens, si tu le souhaites, Oui, de tes musiques. Voilà, ça peut être intéressant d'écouter ça. Dernière question sur le parcours. La thèse, c'est combien d'années? J'ai fait 7 ans de thèse. 7 ans de thèse. Ouais. Comme quoi, on arrive au bout quand on arrive au bout. À la fin de ces 7 années de thèse, on pense que c'est fini, ça ne l'est pas, c'est le début, puisque maintenant il faut trouver un poste. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été quelque chose de long, de difficile? Alors c'est souvent difficile, pas pour tout le monde, pas tout le temps, mais c'est souvent une étape quand même assez difficile, assez stressante. Vu que c'est un système de concours pour entrer dans l'université, c'est des calendriers, si on n'y arrive pas une année, il faut attendre 1 an de plus, etc. Donc ça peut prendre du temps. Comment s'est passée cette recherche de poste? J'imagine maître de conférence dans un premier temps, puis agrégation, ou tout de suite agrégation? Ah ben moi je suis pas agrégé, donc Non, mais le concours, tu l'as tenté? Oui, mais alors c'est un peu particulier parce que j'ai soutenu fin 2019 ma thèse. J'ai été qualifié du premier coup par le CNU. Alors ça, c'est le résultat d'une stratégie que j'avais. Je savais que venant de Clermont-Ferrand, j'avais l'intuition, et même si on me disait que non, moi j'avais quand même le sentiment que venant de Clermont-Ferrand, c'est-à-dire d'une faculté de province, pas forcément très visible et encore moins en droit international, ça allait pas être facile d'intégrer la carrière universitaire. Et il y avait très peu, maintenant il y en a beaucoup plus, mais à l'époque où moi j'ai commencé ma thèse, il y avait très très peu de personnes qui étaient qualifiées dans la section 02 en droit public, et encore moins qui avaient un poste de maître de conférence. Donc c'était vraiment l'exception de l'exception, et aujourd'hui il y a quand même un très bon niveau général à l'Université Clermont-Auvergne qui fait qu'on a quand même des docteurs qui sont qualifiés et qui ont un poste même assez rapidement, donc c'est bien. Moi, ma stratégie, ça a été de publier énormément pendant ma thèse. Bon, c'est aussi mon profil de chercheur, hein, je publie beaucoup, je suis hyper actif, c'est pas un secret. Donc je fais plein de choses et je suis curieux. Donc, voilà. Donc j'avais énormément publié, je m'étais beaucoup investi aussi à la faculté de Clermont, enfin à l'école de droit, puisqu'elle est devenue école de droit. J'étais représentant des doctorants, j'étais au conseil de l'université, au conseil de recherche de l'université, je faisais des choses, j'étais président de l'assaut des doctorants, j'étais au RFDI aussi, où j'étais juge, où je donnais des coups de main là où je pouvais. J'avais été au bureau des jeunes chercheurs de la Société française pour le droit international, où j'avais représenté les doctorants pendant quelques années au conseil de la SFDI. Je m'étais investi, parce que j'avais envie, c'est ma nature de m'investir, mais je savais aussi que ça me permettrait d'ouvrir un peu mon réseau et d'avoir des chances de connaître un peu les autres universités, surtout de connaître le monde universitaire. L'idée n'était pas de faire du copinage pour avoir un poste, ça ne marche pas. En revanche, ce qui marche, c'est d'essayer de comprendre quels sont les attendus au-delà de sa propre université, pour essayer d'appliquer une méthode, de modéliser un peu ce qui marche chez les autres pour reproduire cela. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Et donc j'ai eu la chance d'être qualifié d'emblée.
J'avais aussi fait des choses, j'avais fait un gros article qui m'a beaucoup aidé à l'AE, à l'Académie de droit international, au centre de recherche de l'Académie de droit international. Et j'ai eu l'immense chance d'avoir un poste directement, mais c'était l'année Covid. Et donc mon tour de France a été, puisque le tour de France c'est quand on fait le tour des universités pour avoir un poste, mon tour de France a quand même été facilité. C'est-à-dire que j'ai pas eu à faire par exemple Brest-Nice en une journée, hein, c'est la fameuse diagonale que doivent faire certains candidats. Et moi, toi tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. Au mépris du bilan carbone d'ailleurs, parce que Oui, on prend l'avion. Ah oui, là tu es obligé, ouais. Oui. Quand on a les moyens, parce que c'est pas forcément facile. Moi, je n'ai pas eu à le faire. Je suis allé à Nice en voiture, mais à Brest, c'était en visio, par exemple. Donc, ça a un peu facilité. J'ai eu beaucoup d'auditions parce que j'ai un profil très ouvert. Et donc, finalement, comme j'avais fait plein de choses et que j'ai un profil assez généraliste en droit public, je me suis retrouvé avec quelque chose comme 8 auditions. Ce qui était pas mal, mais il y avait, sachant qu'il y en avait qui avaient été reportés à cause du Covid, et donc j'en ai peut-être eu plus. Mais voilà, arrivé à l'été, j'avais eu 8 auditions. J'avais été classé pour plusieurs, la plupart j'avais été classé, mais pas tout en haut, parce qu'il y avait plein de candidats qui étaient vraiment brillants. La déconnexion avec le calendrier de l'agrégation faisait qu'il y en avait qui étaient à la fois candidats à l'agrég parce qu'ils avaient soutenu avant moi, mais ils étaient candidats, c'était tout un bazar administratif. Et finalement, le jeu des chaises musicales entre ceux qui ont été agrégés alors qu'ils avaient un poste de maître de conf, ceux qui trustaient tous les postes parce qu'ils étaient les meilleurs, etc., font que j'ai eu un poste. Et donc j'ai eu le grand plaisir d'être recruté à Dijon, au Crédimi, qui était un poste auquel je ne croyais pas trop. Je ne pensais pas l'avoir, parce que c'est un poste de droit international économique, investissement, et moi ça m'intéressait beaucoup, mais ce n'était pas ma grande spécialité. J'avais quand même écrit un truc en droit international économique, mais c'était pas, toutes mes recherches ne s'orientaient pas autour de ça. En revanche, j'avais vraiment envie de rejoindre le Crédimi, parce que c'est une école de pensée. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais c'est une école de pensée, l'école de l'ordre juridique transnational, l'école de la lex mercatoria. Bon, vous irez regarder ce que fait le Crédit, qui a irrigué mes recherches doctorales. Et donc, c'était en fait, pour moi, c'était logique de rejoindre le Crédit, mais je n'étais pas sûr que les personnes qui allaient m'auditionner le voient de la même manière. Puis finalement, ça s'est fait et j'en suis hyper content. Oui. Et puis, à mon avis, ils ont pris la bonne décision de te recruter. Ah, ça, j'en sais rien. Mais... non, ils ont l'air quand même très contents de t'avoir. Et puis, quelqu'un qui, comme tu l'as dit, qui produit beaucoup, mais qui produit beaucoup de la qualité. Parce que des fois, on fait quantité et qualité. Suis-je objectif pour le dire? Oui. Moi, je ne sais pas. Donc non, mais on travaille beaucoup avec toi. On travaille beaucoup ensemble quand même sur pas mal de projets de recherche. Tu es quand même quelqu'un qui produit beaucoup, mais vraiment en t'intéressant vraiment de manière très approfondie à tous les sujets. Jamais rester sur la surface. Donc c'est quand même toujours intéressant, je trouve. Et en l'occurrence, oui, donc clairement le Crédit a fait une bonne opération en te recrutant. Je prends des fleurs au passage. C'est bien comme interview. Il faut aussi le dire, quand les collègues font du bon travail, il faut le dire. Et oui, l'idée de ce recrutement, c'était dans ta tête de vraiment t'investir tout de suite localement à Dijon. Alors sachant que si je me souviens bien, tu as tout de suite été recruté aussi sur Nevers et sur les antennes. Mon poste était à Nevers en fait. J'ai été recruté sur un poste à Nevers, là où on est aujourd'hui. Et bon, on m'a dit qu'effectivement, j'enseignerais pas de droit international, ou en tout cas dans un premier temps, et que je serais plutôt sur les antennes. On m'a proposé le Creusot, on m'a proposé d'autres choses que j'ai acceptées. Et donc je me suis investi. Je me suis surtout investi sur le volet recherche au Crédimi, où j'ai fait beaucoup de choses tout de suite. J'ai essayé de dynamiser des choses existantes avec les collègues, et puis proposer des nouvelles choses, notamment en numérique. Qui était vraiment. J'avais d'ailleurs axé mon audition là-dessus en disant il y a un enjeu pour le Crédimi de se positionner sur ces sujets-là, et moi j'ai envie de le faire. Et donc j'ai le contrat rempli, je pense. C'est ce que j'ai initié. Et puis maintenant il y a d'autres collègues au Crédimi qui arrivent et qui s'y mettent aussi avec moi et de leur côté. Je pense à Maxime Lassalle par exemple, mais qui n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Voilà, Maxime est hyper actif aussi. Et donc sur le volet administratif et pédagogique, je me suis surtout investi sur Nevers, parce que c'est une antenne qui est assez en fait proche de chez moi. On m'a dit ton poste sera à Nevers. Moi j'habite dans le Puy-de-Dôme. Je voulais rester dans le Puy-de-Dôme pour des raisons culturelles, familiales, associatives. Et Nevers, c'est pas très loin. Il y a plein de choses à y faire. J'aime bien les petits groupes.
C'est-à-dire qu'on a 110 étudiants ici en première année. Ils ont des conditions pédagogiques incroyables. Et en deuxième année, ils sont 45. Donc c'est vraiment super. C'est les bons formats. On devrait toujours avoir des formats comme ça en fait, à l'université. Mais bon, ça coûte cher. Mais voilà, c'est une antenne qui marche bien et dans laquelle j'ai eu envie de m'investir d'abord pédagogiquement et puis de plus en plus administrativement, puisque je prends en charge un certain nombre de choses, comme par exemple la gestion des commandes à la BU. Enfin, c'est des petites choses, mais voilà, il y a plein de choses qui nécessitent que les enseignants-chercheurs un peu implantés localement s'y intéressent dans l'intérêt des étudiants. Bien sûr. Oui, tu œuvres pour le bien-être de l'antenne de Nevers, clairement. J'essaye en tout cas. Tu essaies d'aller dans ce sens-là. Parce que c'est le problème des antennes, c'est justement de pouvoir, enfin dans certains cas de figure, être pas forcément délaissé, mais forcément on a tendance à vouloir centraliser un maximum les ressources. Donc des fois il faut se battre pour obtenir des financements, il faut se battre pour obtenir des améliorations justement sur ces antennes-là. Est-ce que tu essaies d'obtenir ici on va faire la transition sur l'actualité, après toutes ces informations sur ton parcours. Pour faire la transition, ce que j'aime bien dans un premier temps demander, juste pour que les gens comprennent un petit peu l'évolution dans les domaines de recherche, c'est de rappeler juste l'intitulé du sujet de thèse et est-ce que tu as complètement délaissé, on va dire, vraiment du tout au tout ce sujet, ou est-ce que tu vas transitionner petit à petit vers des thématiques qui restent toujours dans l'idée du droit international. Comment aussi était venue l'idée d'aller vers le droit du numérique, parce que on va parler beaucoup de ça, essentiellement aujourd'hui. J'ai rappelé le sujet de thèse, l'intitulé exact. C'était lequel? C'était les sources du droit administratif global. Le premier intitulé, c'était l'apport du droit administratif à la théorie du droit administratif global. D'accord. Et donc, c'était une thèse de droit international, mais il y avait quand même 2 fois administratif dedans. Et finalement, ça a dérivé vers une thèse sur les sources de ce droit qui est une branche que moi je qualifie de branche de droit international. Je n'ai pas totalement délaissé ce thème-là, le thème de la globalisation m'intéresse, mais le droit administratif global, je pense qu'on a fait le tour avec cette théorie-là. Moi, ma thèse a consisté à démontrer que finalement, ce qu'on nous présentait comme quelque chose de parfaitement nouveau, novateur, qui remettait en cause tous les phénomènes juridiques et surtout les outils de pensée juridiques, les outils de classification, comme la théorie des sources, et bien que ce discours-là, finalement, résistait pas vraiment à l'analyse. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer en me basant sur des outils classiques de la pensée, comme la théorie des ordres juridiques, la théorie des sources. Et donc j'ai proposé une théorie des sources du droit administratif global qui m'a amené, parce que c'est le thème du droit administratif global, c'est quoi le droit administratif global? C'est des mécanismes, c'est des procédures de légitimation des décisions qui sont prises par un certain nombre d'entités au niveau global. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les organisations internationales. Mais plus largement, moi, j'y inclus... alors, les théoriciens qui ont créé ça dans les années 2000 à New York University disaient il y a aussi des institutions un peu plus hybrides, comme l'ICANN en matière numérique, comme l'ISO, l'Organisation internationale de normalisation, etc. Et moi, j'y inclus les entreprises multinationales. Et ce qui m'a amené à regarder le droit généré par ces entreprises et assez naturellement au phénomène numérique. Et en fait, mon sujet sur le droit administratif global m'a amené à l'éthique aussi, parce que la question de la légitimation par la procédure, ça c'est du Niklas Luhmann, mais c'est l'idée, légitimation par la procédure de ces décisions qui sont prises et puis qui s'appliquent finalement à tout le monde par l'ISO, par l'ICANN, par d'autres institutions qui ne sont pas forcément publiques. Le besoin d'une meilleure gouvernance, le besoin d'avoir de la redevabilité, de la accountability en matière environnementale, en matière, etc. Tout ça, ça amène finalement à l'éthique et ça puise ses sources dans des ensembles normatifs qui ne sont pas juridiques, ou en tout cas pas d'abord juridiques, qui relèvent de la philosophie, qui relèvent de la morale, qui relèvent de l'éthique. Et donc peu à peu, mon sujet de thèse m'a amené à m'intéresser à l'éthique. Et donc dès que j'ai soutenu ma thèse, je me suis plongé dans des questions d'éthique publique notamment, et d'éthique des affaires. Et je m'intéressais aussi au phénomène numérique parce que dans ma thèse, j'ai quand même abordé certaines questions à ce sujet. Et puis j'avais un intérêt personnel pour ça. Je fonctionne par cycle de recherche, donc j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais faire sur le droit administratif global. J'ai encore un article qui va paraître et puis sans doute un petit bouquin de restitution de tout ça. Mais après, je pense que voilà, je ne vais pas forcément persévérer. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le contentieux international. Beaucoup. C'est un peu quand même mon cheval
pas mon cheval de bataille, mais ça c'est plutôt l'éthique publique ou l'éthique des affaires, mais c'est la maison, quoi. Voilà, c'est le contentieux international, le contentieux de la Cour internationale de justice, c'est ça. Le droit international général, qui est bien malmené ces temps-ci. Et puis, j'ai fait des détours par le droit de l'asile, par d'autres choses, par le droit administratif aussi, contentieux surtout. Mais le droit du numérique, aujourd'hui, c'est quand même 90%, 80% allez, de mon activité de recherche. Oui. Ce qui est plutôt logique quand on voit l'importance aujourd'hui du numérique à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde. Hein. On ne peut pas se passer d'une réglementation en numérique, on le voit avec la Phénomène global. Multiplication des règlements, des directives européennes et à l'échelle internationale également. Et c'est intéressant parce qu'on voit une certaine... on voit totalement la continuité entre le début, la thèse, et en fait, c'est assez classique, mais tous les sujets, on va dire, sont transversaux par nature. Il y a forcément plusieurs thèmes qu'on aborde dans plusieurs disciplines, et forcément, derrière, en fait, a été redéveloppé ces thèmes-là par la suite, avec différents projets de recherche qu'on abordera plus tard. Pour passer sur l'actualité, beaucoup d'actualités différentes. On va aborder 3 gros thèmes principalement. La première question que j'ai envie de te poser, elle est très générale, mais il n'aura échappé à personne que nous vivons dans un monde aujourd'hui relativement sous tension. C'est un euphémisme. Avec pas mal de conflits armés. On va rappeler évidemment les plus évidents, l'Ukraine qui nous concerne directement en Europe, le conflit Israël-Hamas. En tant qu'internationaliste et aussi en tant que spécialiste du droit du numérique, peut-être que tu feras un lien entre les deux, qu'est-ce que tu penses de ces événements comment tu les appréhendes en tant que citoyen et en tant que chercheur, concrètement? Ouais, j'en pense le plus grand mal, évidemment, mais ça, c'est pas forcément en tant qu'internationaliste. Ouais. Mais bon, c'est contentieux, enfin c'est contentieux, c'est pas que des contentieux, je parle de contentieux parce que je fais le lien avec ce qui se passe devant les institutions internationales et notamment la Cour internationale de justice, mais ces conflits armés qui sont terribles, je pense marquent quand même une étape des relations internationales qui est assez nouvelle. Même s'il y a des stigmates, hein. Avant, hein, on sait bien que la Russie, il y a l'histoire de la Crimée, en 2014, il y a eu la Géorgie auparavant, il y a quand même beaucoup de choses. Tout ça a sans doute été un peu initié, précipité par l'unilatéralisme américain en Irak et dans une moindre mesure en Afghanistan. Si ça avait été légitimé a posteriori pour l'Afghanistan par le système international de maintien de la paix qui essaye de maintenir les barrières. Finalement, on vit dans un monde post-1945 où tous les États se sont accordés pour dire on a globalement intérêt à arrêter de se taper dessus et à arrêter de se massacrer les uns les autres. Et en même temps, les horreurs, les atrocités de la Seconde Guerre mondiale ont fait naître et ont porté, propulsé dans l'ordre juridique international la question de la dignité humaine et plus largement des droits de la personne humaine. Et donc, on a un socle aujourd'hui des relations internationales qui est plus le même qu'au début du siècle, et encore moins avant. Donc aujourd'hui, notre socle, c'est l'interdiction du recours à la guerre. Alors il peut y avoir comme moyen de résolution des différends, il y a des exceptions, l'autorisation par le Conseil de sécurité, etc. Mais on a quand même une colonne vertébrale du droit international qui est l'interdiction de la rupture de la paix, pour faire court. Le recours au système international de médiation, de règlement pacifique des différends est rendu obligatoire. Et puis depuis le début des années 2000, mais sans doute avant, parce que c'est pareil, dans les années 90, on a quand même eu des génocides affreux, il s'est toujours passé des choses affreuses. Mais il me semble qu'il y a une volonté unilatéraliste des États qui est très dangereuse et qui met à mal quand même notre société internationale. On peut plus, peut-être qu'on a pu parler de communauté internationale, j'en suis pas sûr, mais aujourd'hui on peut résolument pas. Et là, ce qui se passe depuis 2022, depuis Russie-Ukraine et depuis Israël, Hamas, Liban, Syrie, mais aussi Arménie, Azerbaïdjan et d'autres conflits qu'il ne faut pas passer sous silence. C'est un nouveau tournant qui est extrêmement inquiétant. En tant qu'internationaliste, tous les matins, on se réveille
pétrifié face à l'actualité internationale. Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis qui est imminent, et à cet égard, la pire des nouvelles peut-être qui pouvait advenir, avec une remise en cause d'autres fondements du droit international, comme la souveraineté des États, les frontières territoriales. On a un président américain qui dit, non, mais, qui publie des photos en disant que le Canada doit devenir le 51e État américain, que le Groenland, il va le racheter peut-être par la force, le Panama, il va le récupérer, qui renomme le golfe du Mexique, Gulf of America. Alors justement, sur ça, on est un citoyen lambda. On ouvre son réseau social, on ouvre la télé, peu importe, et on voit cette déclaration, le Canada est le 51e État des États-Unis. Premier réflexe, ça va être de dire, ah tiens, il est encore rigolo celui-ci, bon, il fait son show, c'est marrant à entendre. Mais comment est-ce qu'on l'analyse justement plus sérieusement? C'est-à-dire que c'est quoi la portée de cette déclaration-là? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Encore une fois, on a n'importe quel type d'analyse, mais dans ta spécialité. Comment est-ce qu'on est censé analyser ça? Il y a plusieurs manières de l'analyser. On peut l'analyser de manière, comme si on le prend littéralement, on peut l'analyser comme une prétention unilatérale en droit international. Bon, ce n'est pas la manière la plus sérieuse de l'analyser, parce que c'est un discours d'abord et c'est une provocation. Parce que cette provocation, ces éléments de langage, ils s'inscrivent plutôt dans une stratégie communicationnelle, dans des stratégies diplomatiques de brouillage et de confusion. C'est le confusionnisme général. Alimenté par les réseaux sociaux, qui font un peu incubateur de ces choses-là. Le fait que Elon Musk soit un proche de Donald Trump n'est pas neutre du tout dans ces histoires-là. Et donc finalement, en tant que citoyen, on peut se retrouver assez légitimement un peu perdu. Parce que voilà, les réseaux sociaux nous disent que le Canada est le 51e État, y a plus forcément on nous annonce qu'il n'y aura plus forcément de modération des contenus et qu'il n'y aura plus vraiment de fact-checking, c'est-à-dire de vérification de l'information, parce que, soi-disant, les fact-checkers seraient en fait d'affreux soviétiques, on ne sait pas. Bon. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'on a un rapport à la vérité, et là ça dépasse largement le phénomène juridique, on a un rapport à la vérité qui est brouillé et qui devient de plus en plus illisible. Et des personnalités comme Trump, qui représentent un système, en fait, un système libertarien, capitaliste. Alors, Trump lui-même n'est peut-être pas complètement libertarien, mais il y a quand même une idéologie derrière tout ça, derrière ses électeurs, en tout cas ceux qui réfléchissent vraiment à quelle stratégie politique ils veulent pour ce pays et pour le monde, qui est de brouiller les cartes, de brouiller les pistes. Et donc, c'est important d'avoir, à mon avis, des chercheurs qui se positionnent. Alors forcément, on va être critiqué en disant « mais vous êtes partiaux, vous n'êtes pas indépendants, etc. » Bon, il y aura toujours des gens pour critiquer. Même la position scientifique la plus solide sera forcément contestée par des gens qui ne la liront pas et qui se contenteront de dire que c'est partial parce qu'un jour, il y a eu un article de presse où il y a eu un mot de trop, ou on ne sait pas. Enfin bon, il y aura toujours quelque chose à dire pour dire qu'un chercheur est partial, peu importe. Mais c'est hyper important qu'on le fasse, qu'on se positionne. En France, on n'a pas l'habitude de le faire, mais de plus en plus, on voit des collègues internationalistes qui se positionnent sur ces enjeux mondiaux, et je trouve que c'est une bonne chose. Moi, je suis un spectateur engagé du débat public. L'expression n'est pas de moi. Elle est d'Alain Pellé qui m'a un jour qualifié comme ça. Il a dû qualifier d'autres personnes comme ça. Et je trouve que ça me définit assez bien. Est-ce que c'était positif ou négatif? Moi, je le vois comme quelque chose de positif. Lui, je ne sais pas. Ouais, voilà, Mais si, je pense qu'il le voit plutôt positivement, parce qu'il fait ça aussi. Mais voilà, c'est spectateur engagé. On n'est pas forcément des acteurs de la vie politique. Mais quand on a des violations massives du droit international, on peut quand même le dire. Ça n'empêche pas d'avoir des analyses rigoureuses de certains textes internationaux et de certains arrêts de la Cour internationale de justice, par exemple, en disant la Cour a fait ça parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement. On n'est pas obligé d'avoir un discours militant dans nos analyses juridiques. Mais en tant que juriste, on a quand même une responsabilité de dire à un moment à nos étudiants, mais plus largement à la société civile, lorsque on a des choses qui sont injustifiables au regard du droit international. Et on a aussi pour responsabilité d'expliquer pourquoi on a des tentatives de justification, pourquoi ces tentatives de justification par le droit
sont problématiques, parce qu'elles amènent à des évolutions possibles, etc. Voilà, on a quand même, je trouve, une responsabilité. Oui. Mais l'analyse objective de ces phénomènes, d'un regard extérieur, elle a l'air extrêmement difficile, justement parce que sur ces thématiques-là, des conflits internationaux de manière générale, et puis sur tous les événements internationaux, on aura l'intégralité des points de vue possibles et inimaginables, un point de vue des morales aussi, hein, tout simplement. Donc, en tant que chercheur, quand on fait du droit international, j'ai l'impression que on marche sur des œufs en permanence, plus que dans d'autres disciplines peut-être, où on va être à la fois critiqué peut-être sur son analyse scientifique, mais on va aussi tout de suite suggérer qu'il y a un biais de la part du chercheur, puisque s'il commence à critiquer Donald Trump, par exemple, on a un partisan de Donald Trump en face, par défaut, la recherche est invalide, puisqu'il n'est pas objectif. Oui. Ce qu'on a beaucoup moins dans pas mal de disciplines, je pense notamment interniste, hein, il y a des biais, il y a des critiques, il y a des tendances politiques. Je trouve que c'est exacerbé sur ces thématiques-là. Oui, c'est vrai, parce que voilà. le débat public est lui-même Oui, exacerbé et créateur de tensions. On prend le conflit Israël-Hamas, on voit tout de suite que là, ça va être vraiment du binaire dans l'analyse essentiellement, et puis dès qu'on essaie d'avoir une analyse objective, on voit sur les experts des vrais experts qui ont pu passer sur certains plateaux télé qui se sont fait complètement lyncher par des non-spécialistes, parce qu'ils avaient... Ils énonçaient une analyse objective qui n'était pas audible par effectivement ces personnes. Alors, il y a peut-être quelque chose, avant de venir sur ce cas particulier, c'est que je ne suis pas sûr qu'on puisse être objectif, ni même je ne suis pas sûr qu'une analyse juridique puisse être objective. Elle est objective, ou en tout cas de manière générale. Oui, elle peut être objective par rapport à une base. Et la base, c'est on regarde la Charte des Nations Unies et on regarde, par exemple, pour prendre ce cas-là, on regarde la Charte des Nations Unies, on regarde comment elle évolue et on regarde la position juridique des États, notamment de la France et de l'Europe, sur ce texte. On essaie de regarder quelle est la position juridique de tous les États du monde. Et là, ça nous donne une base objective à partir de laquelle on va pouvoir réfléchir. Mais ça reste quelque chose de subjectif, parce que forcément, en commentant la charte de cette manière-là, moi, j'ai une position doctrinale, qui n'est pas une position militante de politique, qui est une position doctrinale. Je m'inscris dans des courants doctrinaux en droit international qui tend à dire, voilà, moi je réponds plutôt à l'objectivisme sociologique, pour parler précisément. Donc forcément, je vais avoir un regard sur ces choses-là. Donc l'objectivité réelle, je pense que c'est un mythe et que personne ne peut prétendre être totalement objectif. Et je pense même que c'est malsain, parce que si on est totalement objectif sur une situation, l'objectivité pure, ça cache quelque chose. Et ça veut dire qu'on oublie des réalités sociales qu'il y a derrière. Donc j'essaie de pas trop parler d'objectivité, parce qu'on ne l'est jamais totalement. On peut tenter de l'être à partir d'une base qu'on définit, et on peut essayer de se départir d'une approche militante du droit en raisonnant par rapport à des catégories, en utilisant les outils de la pensée juridique. Ils existent, les outils de la pensée juridique. Et on peut avoir plusieurs positions doctrinales très différentes qui sont toutes objectives parce qu'elles ne partent pas de la même base sur le même objet. Et c'est pour ça qu'on a des interprétations différentes, par exemple de l'article 51 de la Charte des Nations Unies sur la légitime défense. Et c'est important de l'expliquer, ce que je disais tout à l'heure. Qui dit analyse objective ne dit pas vérité. Ne dit pas vérité, c'est ça, c'est le rapport à la vérité. Dans un univers de référence déterminé, on arrive à établir des éléments qu'on peut estimer des éléments vrais, et à partir de ces éléments dits vrais dans un univers de référence précis, on arrive à en déduire des choses qui sont vraisemblables. C'est ça. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est très difficile dans le cadre de conflits comme ça qui affectent toute la société et où on a du mal à parler de manière raisonnée et raisonnable. Et donc, tout le monde est sommé de se positionner de manière politique et militante, alors qu'en réalité, ce dont on a besoin, c'est aussi d'analyse scientifique de la situation en droit, en anthropologie, en sciences politiques, en histoire des religions. Et donc, tout spécialiste, sur des sujets aussi graves que ça, vont être taxés tout de suite, tout spécialiste va être taxé plutôt, de militantisme, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment c'est la pensée zéro. Et c'est un énorme problème qu'on a aujourd'hui. Et les collègues qui sont fait vilipender sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télé, là-dessus, je leur adresse mon plus grand soutien, mais aussi mon admiration d'y être allé. D'avoir dit,
j'y vais. Moi, j'ai fait une tribune ou deux, j'ai fait des choses parce que j'avais d'autres projets de recherche en cours et c'est vrai que je ne me suis pas hyper positionné sur ce sujet-là. J'ai quand même fait quelques éditos qui m'ont valu quelques mails bien sentis de la part de gens qui n'étaient pas du tout juristes. Mais voilà, il y en a quand même qui se sont engagés, plus à l'étranger qu'en France. Il faut dire que la doctrine française a rappelé les règles, mais c'est vrai que vu la violence des débats, on n'a pas envie en fait. Non, mais non, On c'est n'a ça. pas envie, on se dit mais ça sert à rien. Trop de passion pour discuter calmement Mais bon. de ces sujets. Alors, justement, pour faire une transition avec la troisième question, la frustration qu'on peut avoir à analyser ces événements, c'est justement parfois alors, deux événements, peut-être le manque d'effectivité du droit international sur certains aspects, la lenteur de la mise en œuvre peut-être, et aussi tout simplement, tu l'as souligné tout à l'heure, ce côté très unilatéral de certains États, de certaines personnalités comme Donald Trump qui cherchent justement à diviser, parce qu'un gros État va être beaucoup plus puissant en négociant individuellement avec chacun, négocier avec chacun des pays européens plutôt qu'avec l'Europe. Et alors comment tu vois justement, quel est ton regard, ton analyse sur les initiatives européennes justement, parce qu'on essaie peut-être d'être unis, plus unis en tout cas en Europe, les initiatives européennes des 5 dernières années sur cette fameuse création du marché numérique, est-ce qu'on va dans la bonne direction selon toi? Est-ce qu'on est à contre-courant justement un peu de ce qui se passe à l'extérieur? Alors je crois que les deux questions, le domaine du droit international et de ce qui se passe aujourd'hui, et la question de la construction du marché européen du numérique et de la réglementation numérique européenne en général, et un point commun, qui est en fait un point commun à tout le droit, c'est que le droit, c'est toujours l'instrument d'une politique. Le droit international contemporain, tel qu'on le connaît, c'est l'instrument d'une politique qui a conduit à dire en 1945 qu'on ne veut plus la guerre. On veut donc construire la paix par tous les moyens, par des organisations internationales, par la culture, par l'économie, etc. On a, je pense, le même phénomène dans l'Union européenne où on veut construire une politique spontanée du numérique, l'expression est de Brunson Bertrand, une politique spontanée du numérique, de la souveraineté numérique, même si j'aime pas cette expression de l'autonomie stratégique, pour résister aux politiques contradictoires, contraires plutôt, de la Chine et des États-Unis pour aller vite. Sur ce domaine-là, dans ce domaine-là, l'Union européenne a une position peut-être de sagesse du vieux continent, peut-être comme dirait Dominique de Villepin, je ne sais pas, mais en tout cas c'était à ce discours célèbre en 2003 auquel je fais référence, qui est de dire nous on va protéger le marché européen, on n'a pas les conditions économiques pour rivaliser économiquement, c'est un fait. En tout cas, voilà, nos modèles, je ne sais pas quelle est la cause exacte, ça c'est pas, en tant que juriste, je ne suis pas armé pour le dire. Mais c'est clair que nous, on n'a pas de réseaux sociaux qui peuvent concurrencer les énormes réseaux sociaux chinois, russes comme américains. On n'a pas su les faire émerger. On n'a pas, on n'a pas toutes ces choses-là. L'IA, c'est pareil, on n'a pas été forcément à la pointe au moment où les Américains, eux, l'étaient. On a quand même une longueur d'avance sur les questions de mécanique quantique. En tout cas, on y viendra sans doute, mais voilà, on n'est pas en retard dans cette course, et c'est bien. Mais notre arme, du coup, pour se protéger, c'était le droit. Et donc, on a un arsenal juridique qui est, il faut le dire, assez incompréhensible. Et même en tant que juriste spécialiste du droit du numérique, moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Je considère que ça va dans le bon sens de la protection, de la création d'un marché du numérique large, protecteur du consommateur. Il y a un axe fort qui est mis sur la protection du consommateur européen, peut-être trop au détriment de l'innovation et de l'émergence d'acteurs concurrentiels au niveau mondial. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on ait des monopoles européens et qu'on ait des boîtes qui soient des énormes géants européens pour pouvoir concurrencer les autres. Et ça, on ne le veut pas en droit de l'Union européenne. C'est une construction historique, donc peut-être que c'est critiquable, mais ça va globalement dans le bon sens. Ce qui est compliqué et illisible, c'est le nombre de textes qui tombent au quotidien, quasiment. De l'année 2022, enfin le mois de décembre 2022 a été un mois horrible pour tous les spécialistes de droit du numérique. On s'est pris
alors je ne sais plus qu'est-ce qui était en projet et qu'est-ce qui a été adopté, mais il y a eu Dora, il y a eu Nice 2 en cybersécurité, il y avait, je crois que Mika était dans les tuyaux, Oui, le DMA, en DSA, crypto. puis Le voilà. DSA, le DMA ont été adoptés à ce moment-là, septembre-décembre, Ouais, ou on a quelque eu chose le comme ça. DGA aussi, c'est dans les 22. Voilà, le DGA, Data Act l'IA Act projet. était dans, Oui, bon. était dans les tuyaux. Donc ça fait un nombre de textes qui sont énormes, qui sont assez indigestes, disons-le, Oui. et à la fois techniques et très politiques quand même, qui sont difficiles à ingurgiter. Euh, et on constate quand même qu'on a un certain retard dans nos sociétés, parce que là je parle vraiment de la société civile, des entreprises, des collectivités territoriales, et même des États, qui ont du mal à passer le cap. Et à voir, là il faut attendre il a fallu attendre qu'on ait vraiment des cyberattaques massives depuis Ukraine-Russie, Russie-Ukraine plutôt, pour que les collectivités territoriales prennent vraiment conscience qu'en fait elles étaient des cibles, notamment de la Russie. Donc c'est tardif, quand on voit l'état de mise en œuvre du RGPD, alors qu'il est en vigueur depuis 2018, que le texte a été adopté en 2016 et qu'il était déjà dans les tuyaux depuis 2010, en tout cas l'idée, ça veut dire qu'on a quand même eu 8 ans pour se préparer à l'idée qu'on allait avoir un texte contraignant, et aujourd'hui en 2025, on a encore des gens qui nous disent qu'est-ce que c'est que ça. Donc il y a une déconnexion entre la complexité, la densité des textes qui vont globalement dans le bon sens et leur application réelle. Et ça, ça c'est difficile. Maintenant, il faut les appliquer, ces textes. Et là aussi, il y a un enjeu majeur. Et pour parler de l'actualité, quand on voit la réaction qu'on devrait avoir face à aux prétentions ou aux annonces, en tout cas, certains réseaux sociaux comme X ou comme la Meta, dernièrement, qui disent bon bah voilà, on va arrêter d'avoir des équipes de modération, elles sont en Californie, on va les mettre au Texas parce que là-bas c'est plus permissif, ou on aura moins d'idéologie woke ou que sais-je. Le fact-checking c'est terminé. Quand on a des choses comme ça, on se rend compte qu'il y a quand même une contradiction majeure avec les textes que nous on a adoptés dans l'Union européenne, notamment le DSA. Et maintenant il faut le mettre en œuvre. Et là, c'est là où c'est compliqué, c'est là où il faut une vraie politique. Et on manque d'unité dans l'Union européenne pour cela. On voit que, par exemple, l'Italie, qui est gouvernée par l'extrême droite, est plutôt proche idéologiquement de Donald Trump et d'Elon Musk. Et donc, l'Italie freine, évidemment, la mise en œuvre pratique du DSA. D'autres pays disent non, mais on ne peut pas sanctionner et faire appliquer des sanctions sur ces gros réseaux sociaux parce qu'on a besoin d'eux sur le marché européen. Oui, mais bon, à un moment, il va falloir appliquer les textes. C'est bien beau d'adopter des textes, c'est déjà très compliqué. Si on ne les met pas en œuvre, alors le droit n'est plus l'instrument d'une politique. Et donc là, on a un problème qui n'est pas qu'un problème conceptuel, qui est un problème de repère culturel, de repère civilisationnel. On a établi le droit comme étant un repère de notre civilisation, en disant si on fait quelque chose, il faut qu'on ait les outils, un minimum de l'effectivité. Alors évidemment, on dit que la sanction c'est ça, si on applique ça, ce sera déjà bien. Mais si on n'applique rien du tout, on a un problème qui est bien au-delà d'un problème juridique. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes à régler pour pouvoir enfin réussir à appliquer nos textes. Je profite d'une micro-transition que tu m'as donnée pour aborder l'intelligence artificielle, alors sous un angle un peu particulier. Tu as souligné le fait justement qu'on doit appliquer des textes en fait, sur des phénomènes qui vont être produits essentiellement à l'étranger. Et si on pense aux réseaux sociaux, effectivement, ils sont étrangers. Donc on pense à une réglementation pour réglementer des phénomènes d'autres pays qui viennent nous impacter. L'intelligence artificielle en fait partie, même si on a une intelligence artificielle française, Mistral, bien sûr, qui peut être par essence plus facile à réglementer parce qu'elle est sur le territoire. Le fait est que la plupart des intelligences artificielles sont étrangères, sont américaines notamment en grande partie. Et on a un problème là-dessus qui est peut-être insoluble, en tout cas par rapport à la réglementation européenne, c'est la question de la consommation énergétique. Parce que ce qu'on a avec les LLM et avec les IA génératives aujourd'hui, au-delà d'un problème d'efficacité et d'utilité, c'est un problème de consommation, parce que ce sont des gros modèles qui, pour fonctionner, ont besoin d'énormément de data et qui ont besoin d'énormément d'énergie. Or, on est dans une société qui manque d'énergie, qui va en manquer de plus en plus. La question de la sobriété
On pourra éventuellement en reparler. Quel est ton regard sur cette question-là? Est-ce que tu as étudié aussi cette question de la consommation énergétique des nouveaux modèles d'intelligence artificielle? Et comment est-ce qu'on pourrait éventuellement régler ce problème-là? Si tu as des solutions. Si j'ai des solutions. Si jamais, n'hésite pas, si tu as des solutions à nous partager. C'est un sujet qui m'intéresse effectivement beaucoup, à la fois sous la question du droit du numérique, sous l'angle du droit du numérique, mais aussi sous l'angle de l'éthique, parce que je pense que c'est une question d'éthique des affaires, fondamentalement, d'un des grands piliers, à mon avis, du droit de l'éthique des affaires, de ce que j'appelle le droit de l'éthique des affaires, c'est-à-dire la manière dont le droit va mettre en œuvre ou s'approprier des notions, des outils d'éthique pour les faire passer dans le champ normatif juridique. C'est ce que j'appelle l'éthique de la durabilité, c'est-à-dire de penser un comportement économique comme étant durable. C'est-à-dire de penser à ce que les générations suivantes puissent faire la même chose, de ne pas compromettre la capacité des générations futures à faire leurs propres choix du fait de nos choix. Je viens de toucher le micro, j'espère que ça va aller. Ils sont résistants. Le fait est que l'IA, la régulation de l'IA, l'IA Act notamment, parle assez peu de la question écologique. On a des petites mentions, puis dans les débats on en a parlé, mais bon, le texte en lui-même, il n'en dit pas grand-chose, même s'il y a quand même une logique qui me semble très importante et qui va dans le bon sens, qui est celle de réfléchir au système d'IA dans tout leur cycle de vie. Alors c'est pas que pour la raison environnementale, loin de là, mais penser déjà un outil, un service, un produit, depuis sa conception jusqu'à la fin de sa vie, ça déjà c'est une logique d'éthique de la durabilité qui est intéressante parce que on modèle finalement notre pensée pour se dire ce truc-là c'est pas maintenant, il a une origine et puis ça va quelque part, qu'est-ce qu'on en fait dans 30, dans 40, dans 50 ans. Donc ça c'est une bonne logique. La logique de l'IA Act me semble quand même être celle de la protection du marché européen. À la fois du fait des invasions, contre les invasions étrangères, tu le disais, faire en sorte que les IA, les systèmes d'IA qui nous sont proposés par la Chine, les États-Unis, d'autres pays, soient conformes aux principes, aux valeurs de l'Union européenne. Et donc là, c'est la protection du marché européen. Et en même temps, l'idée est aussi de limiter l'invasion de notre marché européen par ces systèmes d'IA pour permettre le développement dans un écosystème économique un peu protégé de systèmes d'IA européens. Plus sobre en énergie, peut-être. Comment ? Plus sobre en énergie aussi. Peut-être plus sobre en énergie, mais du coup pas compétitif. Oui. Et c'est là l'enjeu, c'est là tout l'enjeu. Pas compétitif au niveau mondial. Oui. Et donc finalement, on se retrouve dans une situation un petit peu isolationniste, où on se dit on va fermer les frontières des systèmes d'IA, c'est impossible. On va en tout cas réduire le nombre de systèmes d'IA qui sont autorisés sur le marché, parce que peut-être qu'ils ne seront pas sobres en énergie demain, et puis nous on va en promouvoir des plus sobres. Mais le temps que nos modèles d'IA puissent être rentables économiquement sur la scène mondiale, celui-là on ne le connaît pas vraiment. Oui. Et effectivement, les besoins énergétiques, moi c'est un sujet qui m'interroge énormément. On parle beaucoup d'IA, de freiner l'innovation, de je ne sais pas quoi, mais le sujet sur l'intelligence artificielle, c'est la consommation énergétique. Microsoft a annoncé il y a quelques jours qu'ils avaient investi en 2024 et qu'ils allaient investir la même somme au moins cette année, c'est-à-dire 80 milliards de dollars. 80 milliards de dollars. Rien que ça. D'investissement dans des data centers dédiés à l'intelligence artificielle, 50% aux États-Unis, 50% dans le reste du monde. Ça pose déjà des problèmes majeurs aux États-Unis. Je pense par exemple à, alors je ne sais plus quelle ville c'était, mais il y a plusieurs villes, Des Moines, je crois, la capitale de l'Iowa, qui a constaté qu'il y avait 20% de sa consommation électrique qui était drainée par des data centers dédiés à l'IA, et qui a dit aux sociétés qui les exploitaient, dont Microsoft, il va falloir trouver des solutions. Il va falloir qu'on renégocie nos contrats parce que ce n'est pas possible. Parce que nous, on a des problèmes de sécheresse, etc. Ce qui se passe à Los Angeles à l'heure où on enregistre cette vidéo, c'est-à-dire des incendies majeurs, on ne peut pas le déconnecter totalement de ces enjeux-là. On a des ressources, les outils d'IA, c'est super, ça nous permet de faire énormément de choses, c'est génial, c'est sûr. Il y a un effet waouh, et puis même au quotidien, c'est hyper utile. Mais il faut quand même qu'on pense cet enjeu énergétique, qui ne soit pas dissimulé derrière, ah bah oui, mais c'est juste un écran. Non, derrière, il y a des data centers qui consomment énormément d'énergie.
Ceci dit, la question principale qui se pose pour l'instant, en termes de coût énergétique, de coût environnemental, sont en fait les terminaux. D'après ce que j'ai lu, moi je ne suis pas spécialiste de cette question-là, je suis plutôt en droit, mais il y a aussi la question des écrans, des terminaux qui se pose et qui est majeure. Donc des solutions, j'en ai absolument pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des recherches en cours pour diminuer l'impact environnemental de l'IA, mais ce ne sont pas du tout les recherches qui sont menées par les promoteurs de l'IA, et notamment aux États-Unis, où là, la logique est plutôt inverse. Et on voit bien que la digue a cédé. C'est-à-dire que pendant des années, on a eu Microsoft et d'autres entreprises qui ont dit non mais c'est vrai qu'on va faire des efforts, on va regarder, on doit promouvoir une IA responsable, etc. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une IA responsable? Rien du tout, hein, quand on écoute un peu le discours de ces grandes entreprises, ça ne veut pas dire grand-chose. Et en fait, là, maintenant que Donald Trump revient, on dit bon non mais tout ça, non, ils sont tombés. Il y a quand même ce discours qui est un discours d'éthique des affaires quand même, hein, mais on voit bien que dans la réalité, on a des investissements massifs qui ne sont pas du tout au service de la réduction de cet impact énergétique. Clairement. Sur le domaine de la recherche, il y a beaucoup de recherches, comme tu l'as souligné, qui vont dans une direction de réduire la taille des modèles, de chercher d'autres formes d'intelligence artificielle qui peuvent accomplir les mêmes tâches sans devoir consommer énormément d'énergie. Les grandes sociétés, notamment américaines, elles essaient de compresser leurs modèles. Elles proposent déjà à chacun, tous, des modèles réduits qu'on peut installer sur nos ordinateurs. Mais bon, la réduction du modèle de cette manière-là n'est peut-être pas une solution, parce qu'effectivement, si in fine on a tous sur l'intégralité de nos appareils un modèle même réduit, on va tous reconsommer de l'énergie et tous l'utiliser. C'est l'effet rebond. Exactement. Donc c'est une vraie problématique. Vu que le temps défile, je vais passer au dernier thème d'actualité, mais qui va nous faire la transition aussi pour que tu puisses présenter tes recherches dans ce domaine-là, justement, et les gros projets à venir 2025-2026. C'est que l'année 2025, justement, a été déclarée année internationale des technologies quantiques. Donc on va parler quantique, on va parler, alors rassurez-vous, on ne va pas parler de tout dans le détail de la physique quantique, mais on va parler justement des technologies quantiques, dont on sait que ce sont des technologies qui vont pouvoir avoir pas mal d'impact, notamment sur la sécurité des systèmes d'information, sur la question du cryptage. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui avait fait cette déclaration-là. Qu'en penses-tu? Présente-nous un petit peu cette thématique et profites-en aussi derrière pour parler effectivement des projets de recherche en cours sur cette thématique-là. Comment est-ce que les juristes, on aborde la thématique de la technologie quantique? Ça ne paraît pas si évident que ça une fois qu'on l'a prononcé à haute voix. Si tu le permets, je vais peut-être faire le lien en revenant un tout petit peu sur la conclusion qu'on pourrait tirer de tout ce que j'ai dit et tout ce qu'on a dit sur l'IA, sur l'IA Act. Finalement, ce qui est important, nous, en tant que juristes, on n'a pas de solution à proposer pour la sobriété énergétique et ça. Mais par contre, ce qu'on peut proposer et ce qu'on doit proposer, c'est une réflexion là-dessus. Le rôle du juriste, c'est d'interroger la compatibilité de ces évolutions technologiques avec nos modèles juridiques. Et si on va un petit peu plus loin, avec ce qui explique la formation du droit. Et je trouve, il me semble que ce qui explique bien souvent la formation du droit dans ces domaines-là, ce sont des sources matérielles qui sont les besoins sociaux, l'éthique, la morale, la philosophie, etc. C'est peut-être une manière de voir les choses, mais c'est la mienne. Finalement, on peut penser ça, et donc on doit proposer des outils d'éthique de l'innovation qui se traduisent parfois par du droit et parfois pas. Pour la sobriété énergétique de l'IA, pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup de droits. Peut-être qu'on en aura un jour. Puis peut-être qu'il y a des collectivités qui vont agir par le biais du droit de l'urbanisme, par le filtrage des investissements étrangers, pour agir et pour mettre en œuvre finalement une politique de sobriété ou une politique de réduction qui peut très bien se marier avec une politique de protectionnisme économique de l'Union européenne. Bon. La transition, elle est justement toute trouvée parce que les technologies quantiques, c'est des technologies émergentes. Là, on est en train de vivre une seconde révolution quantique. On en a eu une première au tout début du XXe siècle, lorsque on a découvert la dualité onde-particule, c'est-à-dire le fait qu'un photon, par exemple, une particule de lumière, c'est une particule et une onde à la fois. Donc ça a permis de trancher tout un tas de débats qui dataient de Newton. Donc on est passé d'une physique classique qui était la physique newtonienne à pour regarder l'infiniment petit, une physique quantique, une mécanique quantique, dont il y a à propos de laquelle il y a des discussions depuis le début du XXe siècle, notamment
certains états quantiques qui interrogent. Et donc, l'idée de la dualité onde-particule a donné naissance, alors il y a peut-être des physiciens qui nous regardent, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, mais a donné naissance finalement à l'idée de la superposition quantique qui fait qu'un élément peut être à la fois dans un état et dans un autre. C'est l'idée du chat de Schrödinger. Tant qu'on n'ouvre pas la boîte, on ne sait pas si le chat il est mort ou il est vivant. Par contre, quand on ouvre la boîte, on sait qu'il est mort parce qu'il y a un gaz, machin. Alors ça veut dire que d'un point de vue de physique et d'un point de vue de la physique quantique, tant que la boîte n'est pas ouverte, le chat il est à la fois dans un état mort et dans un état vivant. Sur cette base-là, une fois qu'on maîtrise ça, on peut essayer de trouver des applications concrètes. Et puis il y a un autre grand principe de la physique quantique, ce qui est l'intrication quantique. C'est quelque chose d'encore plus mystérieux, c'est le fait qu'on peut faire interagir, en tout cas qu'il y a une interaction entre des particules qui ont été intriquées à un moment donné, quand elles sont mises dans un état quantique qui est assez difficile, qui est même très difficile à obtenir. Il faut, les technologies classiques, pour l'instant, les technologies disent qu'il faut être vers le zéro absolu pour intriquer deux particules. Et donc si on combine tout ça, qu'on intrique des particules et qu'elles sont dans des états superposés, on a des choses remarquables comme, en théorie, l'informatique quantique. Qu'est-ce que c'est que l'ordinateur quantique et le calcul quantique? C'est en fait une technologie basée sur l'idée que un bit peut être à la fois un 1 et un 0. Toute notre informatique, tous nos écrans, tout fonctionne sur le principe du bit. La transmission d'informations par électricité, par exemple, c'est on traduit tout ensuite de 1 et 0. En langage binaire. En langage binaire. L'idée de l'informatique quantique, c'est de dire, en fait, on ne va plus raisonner en bits, on va raisonner en qubits, donc des bits quantiques, qui sont à la fois des 1 et des 0 en superposition. Et si on en intrigue plein, dans des états où il n'y a pas de bruit autour, c'est-à-dire où il n'y a pas d'événement extérieur qui vient perturber ça, si on arrive à en intriquer plusieurs centaines, voire milliers, eh bien, on va pouvoir démultiplier de manière pas calculable, en tout cas moi je ne sais pas faire, pas calculable, la capacité de calcul et la puissance de calcul qu'on a. Donc ça c'est hyper intéressant, y compris d'un point de vue de sobriété énergétique, puisque finalement avec un coût d'accès à une technologie, un coût d'accès environnemental qui est quand même élevé, parce qu'il faut trouver les conditions pour pouvoir mettre des particules dans un état quantique, etc., on pourra avoir des capacités de calcul qui vont largement dépasser les capacités qu'on a actuellement avec des superordinateurs classiques. Alors ça, c'est la course à cette technologie, à ces technologies depuis 2015-2016, mais un petit peu avant. Le Royaume-Uni, par exemple, a une stratégie quantique depuis 2014. Voilà. Mais ça a explosé en 2016 lorsque la Chine a envoyé deux particules intriquées sur Terre depuis un satellite et a prouvé qu'on pouvait faire communiquer, même si ce n'est pas le bon terme, deux particules intriquées à 1200 km d'écart. Donc là, c'était la course aux communications quantiques. Donc il y a trois grands domaines de recherche: calcul quantique, ordinateur quantique, détection quantique. Donc là, il y a des applications militaires, des applications météorologiques, comment on dit? Météorologiques, ouais. Et puis le dernier domaine, donc détection, informatique, et puis il m'en manque un, c'est quel est le dernier domaine? La communication, les communications quantiques, je viens de le dire. Communication quantique. Et donc, il y a la question de la cryptographie quantique dont on vient de parler. Mes recherches, elles visent, et c'est une chaire de recherche à l'Institut universitaire de France, une chaire innovation qui commence en 2024, qui finira en 2029. Elles visent à réfléchir au cadre éthique et au cadre juridique de ces technologies. Pour l'instant, il n'y en a pas, très peu. Mais déjà, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on a comme droit qui peut potentiellement être applicable à ces technologies. Par exemple, quand on pense à l'ordinateur quantique, à la cryptographie, on sait qu'on va pouvoir casser, lorsqu'on aura des ordinateurs quantiques, on pourra peut-être casser très facilement toutes les clés de cryptage de nos communications diplomatiques, de nos renseignements, les clés, on pense par exemple au code nucléaire. Il y a quand même des petites applications concrètes qui font que les militaires s'intéressent de très près à la question. Donc qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la place du droit là-dedans? Et puis quelle est la place de l'éthique? Ça part de l'éthique en fait. Ça part de, mais ok, on a ces nouvelles technologies, mais comment on se place du point de vue de l'éthique de l'innovation? Comment on pense la durabilité? Comment on pense les droits fondamentaux, le respect des droits fondamentaux? La détection quantique, par exemple, elle ouvre potentiellement la possibilité d'une surveillance généralisée qui est démultipliée par rapport à celle qu'on connaît déjà actuellement. Donc mélangée avec des systèmes d'IA comme la vidéoprotection algorithmique, par exemple, sur laquelle j'ai aussi travaillé, on n'est pas encore en mesure de savoir exactement ce qu'on va pouvoir faire. Mais ce qui est certain,
C'est que si on maîtrise ces technologies, ce qui va probablement arriver dans les années, décennies qui viennent, on aura un énorme enjeu de liberté publique. Et ce qui m'importe, moi, c'est d'anticiper ça et d'inscrire ces nouvelles technologies, leur développement et leurs usages dans un cadre conceptuel qui permette de poser quelques balises. Le cadre conceptuel, on en a un, par exemple, c'est le cadre en droit international, c'est le cadre du maintien de la paix. Peut-être qu'on devrait, et l'Assemblée générale des Nations unies a donné un bon signal sans doute en disant ce sera l'année internationale des technologies quantiques, peut-être qu'on devrait en profiter pour élaborer une déclaration internationale visant à l'utilisation pacifique des technologies quantiques. Alors on me dira, oui, une déclaration ça ne sert à rien. Si, ça sert à quelque chose, ça pose un cadre conceptuel. Voilà, c'est ce type de travaux-là que je mène dans le cadre de ma chaire. Bon, il y a plein d'autres choses, mais on ne peut pas tout dire. Oui, on va continuer à le développer. On voit que toutes les thématiques du numérique sont intriquées entre elles, sans mauvais jeu de mots. Alors j'en profite juste pour peut-être sur cette idée d'intrication, partager une petite expérience dont j'ai eu le vent il n'y a pas longtemps. Peut-être ça permettra d'illustrer un peu le propos, mais j'ai trouvé ça assez fou. C'était des chercheurs qui avaient intriqué des photons. Qui avait balancé donc une partie des photons intriqués sur un chat, un chaton je crois c'était, et les particules intriquées qui n'avaient pas touché le chaton avaient été balancées sur un appareil photo, je sais, c'était l'idée de l'expérience, et on voyait donc d'un côté l'appareil photo qui avait pris en photo les photons qui ont été sur le chat, on voyait bien l'apparence du chat. Et en fait, en balançant les photos sur un autre appareil photo qui n'a jamais pris en chat le photo, on arrive à avoir la même forme de chat. Les photons qui n'ont jamais touché le chat, vu qu'ils sont intriqués avec ceux qui ont touché le chat, on arrive à avoir cette image de chat quand même malgré tout. Donc on en revient sur ce que tu disais sur la surveillance, la communication. On peut potentiellement transmettre des informations à l'autre bout du monde instantanément sans avoir jamais eu besoin d'aller... on a besoin à un moment donné de faire une interaction, mais... On est loin de maîtriser ça, mais oui, c'est l'idée. C'est l'idée, derrière. Donc c'est toujours pareil avec le droit, c'est d'aller essayer de quand même essayer... On est toujours en retard, mais d'essayer toujours d'anticiper les problèmes qui peuvent se passer, surtout en droit du numérique. On sait qu'on essaie d'anticiper les usages abusifs de la technologie. On sait, quand on voit les usages qui ont été faits des réseaux sociaux, on parle de la fameuse affaire Cambridge Analytica, mais qui aurait imaginé qu'on puisse truquer des élections à partir d'un réseau social où des gens discutent entre eux, partagent des photos de vacances. Donc voilà, il faut qu'on anticipe tout ça. Et justement, ma question, c'est concrètement, quelles sont les formes que tu mets en œuvre de la recherche là-dessus, sur ces sujets-là ou d'autres sujets, mais quelle forme ça prend, la recherche en droit du numérique, quelle forme prend tes recherches sur ces domaines-là, et tu l'as dit, tu travailles avec des physiciens, je crois que tu l'as dit, tu travailles avec des physiciens, parce qu'on est obligé de travailler avec les techniciens ici, les spécialistes des sujets techniques et des sujets scientifiques, parce que nous, on n'a pas la possibilité de devenir expert de ces sujets-là, en plus de tout ce qu'on a à lire en droit du numérique. On peut essayer, mais bon, c'est un peu illusoire. Donc, quelle forme prennent ces recherches-là ? Quel est le public aussi que tu essaies de viser ? Est-ce que c'est le public de chercheurs ? Est-ce que ce sont les entreprises ? Est-ce que c'est les citoyens ? Ça, on va peut-être y revenir, ce sera une de mes dernières questions sur la question de la vulgarisation. Là, on voit j'essaie d'en faire, tu essaies d'en faire, on voit que c'est quand même pas évident sur des sujets techniques, sur les sujets juridiques, c'est pas évident non plus. Donc là, on a les deux en même temps. Donc, quelle forme dans un premier temps peut-être Alors d'abord, il ne faut pas faire d'expérience sur les chatons, c'est de l'éthique environnementale. C'est de la lumière, en fait. Ensuite, oui, effectivement. Alors moi, j'ai une approche, je pense que je l'ai dit au tout début lorsque je parlais un peu de mon parcours et de mon profil de chercheur finalement. Moi, je suis hyper curieux de beaucoup trop de choses, ce qui conduit à réduire de manière inquiétante mes heures de sommeil. Je confirme. Mais la pluridisciplinarité est vraiment essentielle. Alors j'en ai fait dès le cadre de ma thèse. Avec de l'éthique, de la philosophie, d'autres sciences sociales. Mais là, ça m'amène quand même, cette chaire de recherche sur l'encadrement des technologies quantiques, ça m'amène quand même un peu au-delà de mes centres classiques d'intérêt pour aller vers des sciences dures. Et c'est absolument passionnant, mais c'est aussi indispensable. De leur côté, les collègues physiciens avec lesquels je travaille en particulier avec le laboratoire ICB de l'Université Bourgogne-Europe, qui est un super laboratoire qui travaille surtout qui travaille beaucoup sur le contrôle quantique, le contrôle de l'état quantique. Et donc travailler avec eux, c'est hyper intéressant parce qu'en fait nos mondes communiquent très peu. On a du mal, nous les juristes, à aller vers les sciences dures, et les sciences dures ont du mal à aller vers nous, vers les juristes et vers les sciences humaines. Et finalement, on se rend compte en échangeant qu'on a énormément à s'apprendre les uns les autres. Et donc,
ce que disait récemment le directeur du laboratoire ICB, Stéphane Guérin, c'est que finalement, avoir ce type d'échange, moi, ça me permet évidemment de comprendre de quoi je parle. Et c'est indispensable, comme tu le disais, je ne conçois pas de faire des choses vraiment superficielles. Ce n'est pas possible pour moi. Je vais essayer de vulgariser. Peut-être que je simplifie trop parfois les choses en écrivant des choses, mais j'essaie quand même de comprendre vraiment comment ça fonctionne. J'ai une limite, c'est les équations. J'ai toujours été nul, malheureusement, en maths et en physique. Je le regrette beaucoup maintenant. Mais c'est pas fini. Je me forme. Mais par contre, voilà, je dois comprendre comment ça fonctionne, sinon je ne peux pas en parler et je ne peux pas réfléchir dessus. En tout cas, c'est comme ça que je conçois la recherche. Moi. Et donc, de mon côté, ça me permet de comprendre. Et de leur côté, ils disaient que ça leur permet finalement de se poser des questions qui ne se seraient jamais posées et qui sont rétrospectivement intéressantes pour eux. C'est-à-dire la place du chercheur, justement, la place de l'éthique dans la démarche scientifique, l'impact de leur recherche sur la société. Et donc, eux, ils ne vont pas devenir spécialistes des questions juridiques, éthiques. Moi, je ne vais pas devenir spécialiste de la thermodynamique quantique, mais on partage des connaissances qui nous permettent d'avancer dans un très bon sens. Et ça, cette pluridisciplinarité, je la trouve vraiment hyper intéressante. Et donc, je mène le maximum de mes recherches de cette manière-là. Là, c'est un peu l'apogée de ce travail-là, parce qu'aller travailler, aller chercher des physiciens quantiques pour faire du droit, ça, c'est vrai que quand même, fallait y penser. Mais si j'y ai pensé, c'est parce qu'il me semble indispensable de ramener toutes ces choses-là dans, comme je le disais, un cadre conceptuel qui, lui, existe, et puis il faut l'adapter, il faut anticiper les choses. À quel public? Alors, dans le cadre de la chaire, j'ai plusieurs axes de recherche, mais l'idée, c'est d'abord de cartographier les risques. Et donc ça ne peut se faire, le risque du développement et des usages des technologies quantiques. Ce qui ne peut se faire qu'avec des physiciens et avec des gens qui sont spécialistes de ces questions-là. Puis spécialistes d'analyse des risques aussi, environnementaux, des risques géostratégiques, parce qu'il y a aussi des risques géopolitiques. Donc c'est plus large que la physique pure, mais voilà, il faut s'entourer de gens qui travaillent sur ces questions-là. L'autre travail, là il est plutôt personnel, c'est en tout cas intra-juridique, intradisciplinaire, c'est de se poser la question de quels sont les textes de droit applicables en l'état, et finalement de tester, et ça c'est une démarche intellectuelle qui est proche de celle de la cybersécurité par exemple, c'est de tester la robustesse, la résistance de nos normes juridiques à l'émergence de ces nouvelles technologies. Et donc là, c'est un travail d'anticipation quand même, et c'est un travail qui est strictement juridique, de se dire, est-ce que nos modèles sont adaptés? Et s'ils ne le sont pas, il y a, j'en sais rien encore, mais pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de cadre vraiment juridique, et donc il faut un petit peu bricoler. Il n'y a pas de cadre international, ça c'est sûr. Puis il y a des cadres peut-être un peu nationaux, un peu régionaux avec l'Union européenne dans certains domaines. Mais ça me paraît insuffisant pour l'instant, eh bien, proposer des choses. Et ça, c'est une démarche qu'en tant qu'universitaire, on doit faire, je crois. Je le fais beaucoup dans le cadre de l'Observatoire de l'éthique publique, où on identifie des zones d'ombre de l'éthique publique. Je pense par exemple au financement des cabinets ministériels, des choses comme ça, donc qui n'ont rien à voir avec le droit du numérique. Mais c'est une démarche qui est la même, c'est une démarche de chercheur, d'identifier des zones d'ombre et puis de proposer des solutions. On ne va pas les imposer, mais on peut au moins les proposer aux législateurs. Et comme ça, on met la science au service de la société, pour reprendre une expression qui ne veut pas forcément dire grand-chose, prise comme ça et balancée à l'Assemblée nationale. Mais en réalité, c'est à ça que ça sert aussi les sciences humaines. Les sciences humaines, on va identifier des problèmes juridiques qui vont se poser, et puis on va essayer de proposer des solutions. Après, le législateur, national, européen, on fera ce qu'il en veut. Mais au moins, on pourra être force de proposition, proposer des guides, proposer de la connaissance sur ces sujets-là. Donc un partage direct, vraiment un dialogue et un partage de connaissances en direct avec les gouvernements, avec le législateur. Ouais. Ça, c'est vraiment l'objectif principal en général Oui. de tes recherches, notamment alors en physique pour la technologie quantique, mais aussi pour l'intelligence artificielle. Oui. Je profite pour faire la transition sur le gros projet à Nevers qui va arriver en avril 2025. Les assises. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot sur... Parce que je trouve que c'est une forme très intéressante pour la recherche. Ça cumule à la fois une forme assez classique de recherche, de présentation de résultats de recherche, et à la fois avec plutôt des thématiques d'une manière de discuter des sujets avec les experts de plusieurs domaines. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Ouais. C'est une initiative que je porte dans le cadre de l'Observatoire de l'éthique publique, dont je suis directeur général. L'Observatoire de l'éthique publique, c'est un think tank, donc un laboratoire d'idées, en bon français, composé de parlementaires et d'universitaires,
à l'origine autour de l'éthique publique. Je parlais des cabinets ministériels, du financement, de l'Élysée. Notre think tank est présidé par René Dosière, qui est un député honoraire, qui est assez célèbre pour ses combats en finances publiques et en transparence de la vie publique, puisqu'il a fini par obtenir, à force de questions parlementaires, de questions au gouvernement, il a fini par obtenir le budget de l'Élysée dans les années 2000, qui était complètement opaque. Et depuis, on connaît à peu près le budget de l'Élysée, et même on le connaît maintenant, il est carrément public. Donc c'est une grande réussite. Et quand il a pris sa retraite de parlementaire, on lui a proposé, avec quelques collègues, dont Mathieu Caron, mon prédécesseur, d'aller plus loin et de créer une équipe qui pourrait travailler sur ces enjeux-là avec des parlementaires intéressés et des universitaires. Donc il y a plein de chantiers en éthique de la vie publique, référent déontologue local, ce sont des choses auxquelles on a participé avec l'Observatoire. Et puis il y a plein d'autres enjeux. Il y a un département éthique des affaires qu'on a ouvert et dont j'ai pris la direction d'abord pour travailler sur les questions de vigilance, devoir de vigilance. Et très vite, dans ce contexte-là, il y a d'autres choses en éthique des affaires, mais je ne vais pas développer. Très vite, dans ce contexte-là, j'ai commencé à travailler en éthique du numérique, parce qu'en fait, les sujets sont liés. Et on a ouvert, j'ai pris la direction générale de l'OEP en 2024, début 2024, et on a ouvert officiellement un département éthique du numérique en novembre, dont j'assure aussi l'animation au passage. Et on crée ces assises, qui sont donc des assises nationales de l'éthique du numérique, à Nevers. On cherche une ville haute. On a des assises de l'éthique publique locale à Valenciennes. Et on a des assises de l'éthique de la recherche à Lille. Et donc, on aura des assises de l'éthique du numérique à Nevers. Les dates, c'est 10 et 11 avril 2025. Et l'idée, c'est d'associer effectivement des chercheurs, des parlementaires, mais aussi des élus locaux, la société civile, un petit peu tout le monde finalement, des praticiens bien sûr, le gouvernement, d'associer tout ce beau monde autour de questions qui sont finalement assez simples, mais c'est quelle intelligence artificielle on veut dans la science, dans la culture, quel impact éthique, et finalement il ne s'agit pas d'un colloque au sens universitaire du terme, même si c'est super, les colloques, j'adore, j'en fais tout le temps. Là, je vais à Aix la semaine prochaine pour un super colloque sur la gouvernance par les chiffres. Mais là, l'idée, c'est de sortir avec une feuille de route concrète et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et ce sera mon rôle en tant que directeur général de sortir et de faire des conclusions qui sont, voilà notre feuille de route au bout de 2 jours de réflexion. Il y aura 80 intervenants et intervenantes de plein de domaines et de plein de secteurs différents. Qu'est-ce qu'on fait pour proposer des systèmes d'intelligence artificielle qui répondent à des exigences éthiques, forcément qu'on aura discuté. Parce que c'est quoi une exigence éthique? C'est relatif. L'éthique, elle se caractérise par son caractère relatif, évolutif et contextuel. Donc, on va réfléchir à tout ça de manière collective, ouverte, et c'est ouvert au public. Il y a une dimension vulgarisation parce que il y a des thèmes qui sont accessibles, et puis chacune pourra participer, venir à ces assises, prendre la parole, aux ateliers notamment. Voilà. Et donc c'est une autre manière de faire de la recherche qui permet d'aboutir à des propositions. On va produire de la connaissance forcément, mais on va aussi créer des propositions. Et c'est vrai que c'est un peu un leitmotiv dans ce que je fais dans toutes mes recherches, c'est de proposer des choses sur... C'est essentiel parce que une des critiques qu'on formule assez souvent à la recherche, disons théorique pour utiliser ce mot-là, c'est justement peut-être des fois une absence de propositions concrètes, de recherche sur le terrain, ce qui est exactement ce que tu fais, ce que nous faisons en droit du numérique justement, c'est cette idée de, à la fin, une fois qu'on a énoncé nos résultats de recherche, c'est de proposer effectivement, alors sans aller jusqu'à parler de solutions, mais au moins, comme tu l'as dit, une feuille de route. Concrètement, dans quelle direction va-t-on? Qui a les solutions aussi? Trouver les personnes qui les ont, potentiellement. Et juste pour revenir... Après, c'est une critique gratuite, je trouve, de dire oui, mais les juristes font de la théorie. C'est totalement gratuit. Parce que c'est absolument indispensable. Et les collègues qui font de la recherche fondamentale et qui n'intègrent pas dans leur spectre de recherche la dimension propositionnelle, produisent des connaissances qui sont souvent beaucoup plus poussées que ce que moi, par exemple, je peux faire, et qui sont fondamentales pour pouvoir, sur cette base, réfléchir à des propositions. Tout à fait. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas du tout opposer les deux. Non, Et je crois que les deux sont absolument essentiels. Et en fait, je
pense que tout le monde a un peu une dimension propositionnelle, mais c'est vrai que c'est une critique un peu facile. On dit Oui, ah c'est oui, ça. bon voilà, c'est militant ou c'est de la proposition. C'est ça. Bon, bah oui, mais c'est quand même de la recherche. Exactement. Il fallait que j'énonce les deux critiques principales Oui, qui sont formulées à la recherche, mais non fondées dans la majorité des cas. Mais voilà, c'est intéressant pour, je pense, les gens qui regardent ce podcast, qui ne sont pas forcément juristes, hein, tout simplement, de pouvoir, et surtout je pense aux étudiants, de pouvoir comprendre concrètement ce qu'on peut faire en termes de recherche, surtout en droit, parce que la première Hmm. question assez classique, c'est quand même tu es chercheur en droit, tu cherches quoi concrètement? Nous, on sait ce qu'on fait, mais le commun des mortels ne le sait pas. En termes de format, d'ailleurs, de forme que peut prendre les résultats de recherche, je pose mes yeux sur la table et je vois qu'il y a des ouvrages que tu as ramenés justement. Ouais. Alors je ne sais plus lesquels tu as ramenés, mais en l'occurrence, j'en profite aussi pour peut-être faire la transition sur donner un autre exemple de format Mhm. qu'on peut produire. Ce sont 3 ouvrages sur quelle thématique Bah, tu as ramené? j'en ai amené 4. Ah, 4, j'aurais dû pas Et les le 4, titre. finalement, c'est quatre choses différentes. Alors très vite, si tu veux, Ouais, ou- oui, en une parce minute, que, ouais. ouais, voilà. J'aurais Ça, sur la c'est table. l'encadrement international des cryptoactifs, co-dirigé avec Héloïse Petit-Prévost-Végan, qui était ma postdoc sur un projet de recherche en droit du numérique financé par la région Bourgogne, Franche-Comté. Ça, c'est vraiment de la recherche fondamentale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on s'est interrogé sur l'encadrement juridique des cryptos, quand même de manière pluridisciplinaire, avec des géographes, avec des économistes, des politistes, pour essayer de comprendre et de préfigurer un peu de quel est l'encadrement des cryptos, avec une dimension théorique autour de la théorie des ordres juridiques de l'école de Dijon. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous irez lire. Mais c'est un travail très crédible. Ça, c'est la recherche finalement traditionnelle. On fait un colloque, on fait des actes de colloque, et on espère qu'ils soient lus, ce qui n'est pas toujours le cas. Là, ça c'est un que sais-je que j'ai publié en août, qui s'appelle La Cour internationale de justice. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien comme format. C'est grand public plus, comme certaines personnes me l'ont dit, parce que c'est quand même des gens qui sont intéressés, etc. Ça ne parle pas à tout le monde, c'est un peu... Mais Oui. l'idée, c'est d'essayer d'expliquer dans des termes qui sont compréhensibles pour tout le monde l'essentiel qu'il faut connaître sur la Cour, en essayant d'être encyclopédique, mais dans un format qui est quand même très réduit. Et moi, j'ai inclus des pistes de réflexion et des éléments critiques sur le fonctionnement de la Cour et sur son avenir. Bon, j'ai quand même un prisme positif sur la Cour internationale de justice, mais je trouve que c'est un bon format et que ça, il y a beaucoup d'universitaires qui le font à raison quand ils sont spécialistes d'un thème. Et je dois dire que je suis assez content de ce bouquin. Ça, c'est encore une autre forme de recherche, penser la transition numérique vers un monde digital durable, qu'on a co-dirigé avec mon ami Mathieu Caron dans le cadre de l'Observatoire de l'éthique publique. Finalement, je dirais plus transition numérique avec 2 ans de recul. Il date de 2023, ce bouquin. Et là, c'est une série d'entretiens qu'on a menés avec des experts, un peu sur le format des assises, avec des universitaires, mais pas que. Il y a Cédric O, par exemple, ancien secrétaire d'État au numérique, qui est interviewé, puis d'autres personnalités, sur des thèmes ciblés. La e-démocratie, des choses comme ça, la transition culturelle, là, par exemple, cyberaddiction, des choses comme ça, la sobriété numérique, on finit par ça. J'ai écrit quelque chose sur les technologies quantiques, d'ailleurs, dedans. Et là, c'est une autre forme de vulgarisation, puisque finalement, il y a des propositions dedans, ce sont quasiment que des propositions, et c'était la feuille de route, mais sur des contributions très courtes d'entretien qui sont lisibles par tout le monde. Et ça, c'était quelque chose qui m'importe. Et puis le dernier que j'ai amené, c'est Numérique, le défi juridique du siècle. Alors, le titre est un peu accrocheur. C'est un livre qu'on a co-rédigé, co-écrit avec Héloïse Petit-Prévost-Végan, qui est donc toujours ma postdoctorante. C'était dans le cadre du même projet de recherche. On a publié 4 ouvrages dans le cadre de ce projet, dont celui-ci qui est paru aux éditions de l'Atelier aussi en 2024, en mai, je crois. J'ai publié beaucoup de livres en 2024, beaucoup trop sans doute. Pas qu'en 2024. Comment? Pas qu'en 2024. Ouais, en 2024, j'en ai sorti Oui, 8 en tout, Ah oui, bien sûr. c'est ce qui est trop. Apparemment en 2025, hein, c'est le projet. Non, non. Il faut que je fasse de la recherche aussi, que je prenne le temps pour pouvoir écrire tout ça, parce que tout ça, c'est en fait des années quand même, des mois, des années de travail, de réflexion. Donc il faut quand même le temps. Et là, c'est vraiment de la vulgarisation pour le grand public. Alors vulgarisation, il ne faut pas le prendre de manière péjorative, hein, pas du tout. L'idée, c'est d'expliquer certains phénomènes avec des situations concrètes. Hein. Par exemple, ça s'ouvre par mon robot cuiseur a-t-il des droits? Et on pose ce type de questions. En essayant d'y répondre avec les armes du droit actuel et en posant la question finalement de est-ce que notre droit est adapté? Et lorsqu'il ne l'est pas, donc, parfois il ne l'est pas, parfois il l'est, il faut le dire, on n'est pas dans la course aux normes. On a déjà beaucoup de normes, je l'ai dit, dans le droit de l'Union européenne, on en a plein.
Parfois, ça ne sert à rien de légiférer. Et surtout, lorsqu'il y a une actualité, les faits divers mènent souvent à une loi pénale. Ce n'est pas ça le raisonnement juridique qu'on devrait avoir. Il faut être plus posé que ça, je pense. Et donc, des fois, le droit ne doit pas évoluer, il suffit largement. Parfois, il doit l'être, il doit être modifié, et c'est ce qu'on propose. Et là, du coup, on essaie de proposer des choses. Par exemple, là, j'ai fait ça, c'est moi qui l'ai écrit, Dali, Salvador Dali, ou Dali, l'IA, qui est l'auteur ou l'autrice. Et donc, c'est la question des droits d'auteur, mais tout ça est traité très, très rapidement en 3-4 pages. Et l'idée, c'est d'amener les éléments fondamentaux, puis d'amener chacune à réfléchir. C'est un bouquin qui marche pas mal. J'ai fait des petites conférences de présentation dans des librairies. Et l'idée de parler au grand public de ces sujets-là, de la vidéoprotection algorithmique, quels risques, etc., de l'IA, j'ai aussi fait quelque chose sur le quantique, évidemment, c'est un format qui est apprécié. Et je trouve que là, on a notre plein rôle de chercheur. Avec cette panoplie de choses, il y a sans doute d'autres choses qui sont possibles. Je prétends pas du tout. Les webinaires qu'on organise, il y a plein de choses. Et puis je prétends pas du tout faire tout ce qu'il faut, loin de là. Non, mais c'est intéressant de voir tous ces formats-là. Voilà, c'est des choses qui sont possibles en tout cas. Il nous reste 30 secondes avant de clôturer. Dernière question que j'avais posée en surprise à Valère Endur au premier épisode, et tu sais qu'elle va arriver pour le coup. Est-ce que tu aurais un ouvrage à recommander, un ouvrage qui t'a marqué, ou alors tout simplement un ouvrage que tu conseillerais, soit étudiant, soit citoyen, soit aux collègues? Est-ce que tu en as en tête? Allez, j'en ai même 4. Oula, tu 30 as 20 secondes. Allez. Parce que là, c'est là, un bouquin en anglais qui m'a marqué, c'est Transnational Law de Philip Jessop, ancien juge à la Cour internationale de justice, 1956. C'est fondateur de ce que moi je pense. Un livre en français, Les transformations du droit public, de Léon Duguy. Je ne conseille pas ça aux enfants, mais moi, ça a complètement changé ma manière de voir le droit quand j'étais en thèse, et ça m'a ouvert tout un spectre d'analyse, et pour moi, c'est hyper fondamental. Un bouquin non juridique, j'adore, c'est mon livre préféré, La ferme des animaux de George Orwell. C'est sans doute mon livre préféré. Et je le relis assez régulièrement. Et celui-là, je le conseille vraiment à tout le monde, aux étudiants, etc. Et puis, un livre pour enfants, j'aime beaucoup Max et son os. Voilà, ce que je lis à mes enfants. Parfait. Merci beaucoup. Ces 4 recommandations qui se complètent, je conseillerais ça aux L1 aussi peut-être, aux étudiants. Notamment, je pense à ton ouvrage de vulgarisation en numérique, parce que je trouve que c'est intéressant qu'ils puissent directement se poser les bonnes questions en numérique sans avoir déjà eu de cours d'ordre du numérique, parce que c'est très rare d'avoir du droit du numérique en L1, c'est extrêmement rare, donc ça peut être intéressant de faire ça. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode du podcast Réflexion et Résonance. Merci à toi Raphaël pour cette interview qui était vraiment passionnante. On aura le temps de redévelopper toutes les thématiques qu'on a abordées de manière parfois effectivement superficielle, mais en même temps c'est une interview, dans des formats, notamment les assises de l'éthique du numérique, plus développés. Je mettrai dans la description de la vidéo à la fois les liens sur les ouvrages, si vous souhaitez vous les procurer, ta musique également, parce que ça peut intéresser du monde, et puis aussi les futurs projets de recherche et les liens d'inscription pour nos projets de recherche communs aussi. Il faut le dire, il y en a. Il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Merci Pierre. À bientôt.